Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 4e séminaire de la série des séminaires sur le droit international des régions. Rebonjour à celles et ceux que j'ai déjà vus ce matin. Je suis très heureuse cet après-midi d'accueillir Appolin Cohen-Zoapet, qui est, comme vous le voyez à l'écran, juriste et référendaire auprès des juges de la Cour internationale de justice. J'ai connu le docteur Cohen-Zoapet dans le cadre du groupe d'études de l'Association droit international sur le droit international des régions. Ça a été un plaisir de travailler avec lui et je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir cet après-midi pour qu'il nous présente ses travaux. Appolin Cohen-Zoapet est aussi enseignant invité à l'université Makeni de Sierra Leone et du Grotius Center for International Legal Studies de l'université de Leiden aux Pays-Bas. Il est spécialiste de droit international public, droit international public général, comme vous l'entendrez, et notamment du droit international des immunités, sur lequel a porté sa thèse. Depuis toujours, il s'attache à étudier la spécificité d'un droit régional en particulier, le droit africain et l'expérience africaine sous l'angle du droit international. Plus généralement, je dirais que c'est l'approche des approches régionales sur le droit international qui occupe ses travaux depuis quelques années déjà, avec des belles publications sur la question. Certaines figuraient dans la liste de lecture que je vous ai donnée en début d'année. Et au croisement de ces deux intérêts, les immunités d'une part, qui resteront, je pense, toujours l'un de ses intérêts, et le droit international des régions, il dirige actuellement un comité de l'Association de droit international sur le droit comparé international des immunités diplomatiques et consulaires. Donc ce sera un beau projet dont on se réjouit de voir les résultats. Alors la conférence qu'il nous propose cet après-midi est une commande, je suis très heureuse qu'il ait accepté la commande, sur le régionalisme, plus généralement le droit international régional, dans la pratique judiciaire de la Cour internationale de justice. Vous allez voir, et je me réjouis beaucoup d'entendre ce qu'il a à nous dire sur cette question, du point de vue à la fois de ses intérêts académiques et de son expérience au sein de la Cour internationale de justice. Un grand merci, cher Appolin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, professeur. Bonsoir à tous, bonsoir, professeur. C'est un véritable plaisir et un honneur de me retrouver ici avec vous cet après-midi. Je dois dire que quand j'ai reçu l'invitation de la professeure Samantha Besson, d'abord de rejoindre le groupe d'études de l'Association de droit international sur le droit international régional, puis de préparer cette recherche, je me suis dit que ce n'était pas facile. Mais plus, en travaillant sur cette question, plusieurs fois, je me suis dit, mais dans quelle galère me suis-je engagé? Parce que c'est un sujet sur lequel, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches. Et on comprendra très vite pourquoi. Peut-être parce que nous, comme juristes internationalistes, on a une perception un peu dogmatique de ce qu'est le droit international et de ce qu'il ne devrait pas être. Et c'est là sans doute que se trouve la tension entre le droit international général, que je qualifierais cet après-midi d'universel, pour bien marquer l'opposition avec le droit international régional. Les plus familiers d'entre vous, du cours de la professeure Samantha Besson, doivent connaître sans doute un peu mieux que moi en tout cas, la notion de région. Et si on veut bien concéder avec la professeure Samantha Besson que le concept de région en droit international est plastique, fistile, multiple mais déterminé, on doit tout aussi reconnaître que c'est un concept dont les contours restent assez flous. C'est quoi une région dans les relations internationales de manière générale? Qu'ont en commun des organisations comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, l'OTAN ou encore l'Organisation de la coopération islamique. Donc, le concept de région lui-même en droit international, dans les relations internationales, est un concept au contour assez flou. Et comme toujours lorsqu'on est confronté à ce genre de concept, la solution la plus simple peut-être est de se référer à la base, c'est-à-dire le dictionnaire des langues françaises. Et je me suis référé au dictionnaire de l'Académie française qui définit le régionalisme comme le regroupement des régions et des pays voisins en fonction d'intérêts communs ou par convention. Dans cette définition, il y a deux éléments qui apparaissent. Le premier, c'est l'existence de liens géographiques, historiques
culturelle ou linguistique. Et donc, on verra que en droit international tout au moins, la région peut être basée sur un lien géographique. Là, j'en ai identifié quelques organisations régionales qui sont basées sur les liens géographiques, mais également, elles peuvent être basées sur des questions plus techniques, là, quelques organisations de sécurité, ou encore sur des éléments linguistiques ou culturels, c'est le cas de la Ligue arabe, ou enfin sur un critère religieux. Et on voit bien que le critère de rapprochement géographique, culturel ou linguistique ne suffit pas à justifier le regroupement. Parce qu'on est bien d'accord que l'Union européenne ne contient pas à son sein tous les États qui se trouvent sur le continent européen. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale doit vivre en parallèle à une autre organisation pour le même ensemble géographique qui est la communauté des États économiques de l'Afrique centrale. L'OTAN va aujourd'hui bien au-delà des États qui se trouvent des deux rives de l'Atlantique Nord. Et récemment, on a vu que des États qui avaient bien en partage le français avaient décidé de quitter la francophonie. Cela veut dire qu'au-delà des critères géographiques, linguistiques, religieux ou culturels, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui fait que des États décident de se mettre ensemble ou de ne pas se mettre ensemble. Et ces critères, c'est l'intérêt commun. Ou alors, c'est un intérêt qui est perçu comme commun. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, la région est d'abord un club élitiste d'États. Dans l'idée d'élitisme, il y a l'idée finalement que c'est un club privilégié dont on définit qui a le droit d'y entrer. Parce qu'au cœur de la notion de région, en tout cas dans les relations internationales, il y a à la fois un concept d'inclusion et d'exclusion. Le nous existe parce qu'il y a un eux. Une région existe à la fois par définition d'un intérêt commun, mais aussi par exclusion de ceux qui ne doivent pas en faire partie. Et il y a donc des critères qui justifient, et l'exemple de l'Union européenne le montre bien, qui justifient qu'on puisse être en Europe sans pouvoir être admis dans l'Union européenne. Il y a des critères qui expliquent pourquoi, dans certaines régions, on doit avoir deux organisations concurrentes. Et donc, il y a un critère qui fait finalement que le concept de région est un concept beaucoup plus politique qu'objectif. Et si je veux encore une fois accepter la critique de la professeure Besson, qui n'est pas d'accord avec la définition négative de la région, en tout cas telle que nous, internationalistes, on la définit en opposant très souvent le régional à l'universel, je vais peut-être opter pour la solution de compromis qui voudrait dire que le régional est ce qui se trouve entre le national et l'international. C'est cette zone mitoyenne qui n'est plus nationale, mais qui n'est pas encore internationale, au sens où nous l'entendons en tout cas en droit international. Mais la région, et cela va expliquer pourquoi il y a si peu de travaux sur le régionalisme devant la Cour internationale de justice. C'est que la caste des juristes internationalistes a un fantasme. Ce fantasme qui, lui, nourrit une certaine phobie. Le fantasme, c'est le dogme de l'unité et de l'universalité. Pour nous, internationalistes, le droit international ne peut être que un et universel. Un, et nous regardons toujours avec une certaine appréhension, pour ne pas dire plus, tout élément qui viendrait finalement à donner l'idée qu'il existerait plusieurs droits internationaux. On est toujours réticent à admettre finalement qu'il y aurait dans l'ensemble du droit international une branche qui serait suffisamment indépendante pour se couper de la sève nourricière qu'est le droit international général. Il y a une conviction quasi religieuse, pour ne pas dire plus, qui peut aller jusqu'à un certain fanatisme chez certains, de ce que le droit international est par définition universel. Lorsque vous arrivez en première année de droit, en tout cas pour ceux qui ont étudié le droit international en première année, la première chose qu'on vous enseigne, c'est qu'il n'existe qu'un droit international. Et peut-être parce que la science, si on considère le droit international comme une science, j'ai plutôt tendance à penser comme Alain Suppiot que le droit est un art. Mais si on admet que le droit international est une science, alors cette science est construite d'abord en opposition à ceux qui niaient son existence en tant que science. Et donc parce qu'il y a cette histoire de la discipline, finalement, il y a cette obsession d'affirmer l'existence de la discipline en affirmant son universalité. Ce qui fait que les juristes internationalistes
ne sont pas totalement désintéressés dans leur perception de l'universalisme du droit international. Pour que nous, en tant que juristes internationalistes, puissions justifier notre existence et finalement, pour parler de manière triviale, notre gagne-pain, il faudrait que cette science existe. Et pour que cette science existe, il faudrait finalement qu'elle soit universelle, qu'elle puisse être appliquée à tout le monde. Mais il y a un autre argument qui finalement justifie cela. C'est l'universalité du droit international signifie également l'exclusion de tout exceptionnalisme au droit international. Le droit international doit pouvoir s'appliquer à tous. Et pour cela, en raison de l'objectif et de la mission que s'est donné ce droit, on est réticent à admettre tout ce qui pourrait finalement remettre en cause cette vocation universelle, cette vocation universalisante du droit international. Et donc, les juristes internationalistes ont toujours défini le régionalisme sous ce prisme. C'est le prisme de ce que le droit international régional ou le régionalisme ne devrait être en aucune manière une négation du droit international universel. Et c'est ce prisme que la Commission du droit international a justement abordé la question du régionalisme en droit international. Lorsque le groupe d'études mis sur pied par la Commission du droit international des Nations Unies pour étudier justement la question de la fragmentation du droit international, s'est penché sur la question du régionalisme, il a retenu 3 définitions possibles. La première, c'est que le régionalisme peut être perçu comme les orientations particulières de la pensée juridique. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a une approche européenne du droit international, qu'il y a une approche africaine du droit international ou une approche américaine du droit international, ça voudrait dire que les personnes d'une certaine partie du monde auraient une manière spécifique d'aborder des questions de droit international. La deuxième approche serait de concevoir le régionalisme comme une instance spécifique dans laquelle le droit international serait élaboré. Cette instance étant basée sur une partie du globe. C'est ce que fait par exemple la Commission de l'Union africaine pour le droit international et c'est ce que fait par exemple un organe similaire sur le sol européen. Mais c'est aussi à cela qu'on se réfère lorsque par exemple on a une convention interaméricaine sur une question spécifique. Cela signifierait simplement que le droit qui est élaboré n'est pas en lui-même régional, mais a été élaboré à partir d'une position spécifique, qui est une position qui est située. Enfin, la troisième définition, qui est sans doute celle qui pose le plus de problèmes aux juristes, serait de dire qu'il existerait un droit international, un droit régional, dont l'application serait limitée à une partie du monde. Il y aurait donc, au sein du droit international, des règles spécifiques qui ne s'appliqueraient qu'à une partie du monde, ou, à contrario, des règles universelles qui ne s'appliqueraient pas à une certaine partie du monde en raison, justement, des spécificités géographiques, politiques ou culturelles. Et là, on revient une nouvelle fois avec cette phobie qu'ont les juristes internationaux de l'exceptionnalisme. Si une règle universelle ne pouvait pas s'appliquer à une partie du monde, ce serait la fin de l'universalité du droit international telle qu'elle a été conçue. Et malheureusement, on a vu qu'il ne s'agissait pas que d'un fantasme. Et l'histoire récente nous la démontre. Je vais prendre 2 exemples plutôt récents. La première, c'est la crise entre la Cour de justice de l'Union européenne et dans l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies au sujet des sanctions qui avaient été édictées par le Conseil de sécurité sur le gel des avoirs des personnes soupçonnées de terrorisme. Donc, on a un organe universel, qui est le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a décidé d'édicter un certain nombre de règles. Et on a une organisation régionale, ou plus exactement son organe juridictionnel, qui, au nom des valeurs et des spécificités qui lui sont propres, va refuser d'appliquer ou alors va exiger que des garanties spécifiques soient mises en place pour qu'il puisse se conformer aux décisions du Conseil de sécurité. Le deuxième exemple, c'est la crise qu'il y a eu entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. Ici encore, une nouvelle fois, on a une organisation régionale qui, en raison d'une certaine perception de la paix et d'une recherche d'un dialogue en vue de la paix, estime que l'organisation universelle, ici la CPI, ne devrait pas voir ces décisions appliquées, même si cela suppose la violation du traité de Rome. Et donc on voit bien que l'idée que le régionalisme ou alors l'application régionale ou l'exclusion des règles universelles en raison des spécificités régionales
pourrait poser un problème au droit universel. Et d'autres études, et j'ai vu que le professeur Mathias Forteau était ici avant pour parler du cas de la CDI, on a vu que la CDI, par exemple, consciente de ces risques, pouvait avoir une certaine lecture parcellaire, voire partielle du droit régional, justement pour préserver la mission universelle du droit qu'elle a appelé à codifier. Et à côté du droit régional, il y a la Cour internationale de justice, qui, depuis quelque temps, est devenue très populaire, et pas toujours pour des bonnes raisons. En tout cas, je dois vous dire qu'à l'AS, ça ne nous fait pas toujours plaisir d'être populaire sur ce prisme-là. La Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. C'est la Cour mondiale. C'est la seule juridiction qui a la compétence à la fois universelle et générale. La Cour peut se prononcer sur toute question de droit international. Et la Cour, en principe, peut se prononcer sur des différends entre tous les pays du monde. Il n'y a aucune autre juridiction qui a cette compétence. Et on voit bien que l'universalité est inscrite au cœur même de la Cour internationale de justice. Elle est par définition une juridiction universelle. Et donc, la question piège que m'a tendu le professeur Samantha Besson, c'était de savoir comment cette juridiction, dont l'ADN tout entier est bâti sur l'universalisme, appréhendait ce qui peut être finalement perçu, au moins par certains internationalistes, comme le cancer du régionalisme. Et on va se rendre compte que la Cour va réussir à la fois, dans son travail, de prendre note de cette réalité qu'est le régionalisme qu'elle ne nie pas, mais qu'en le faisant, elle ne va pas pour autant se départir de sa nature universaliste. Et donc, mon raisonnement se fera en deux principaux points. D'abord, on va montrer que le régionalisme, loin d'être exclu de la Cour internationale de justice, est un élément sur lequel elle a été construite. Le régionalisme fait partie des éléments de construction de la Cour dont elle assure la légitimité. Et ensuite, dans un deuxième temps, je discuterai plus exactement de la jurisprudence de la Cour pour montrer que si la Cour internationale de justice, en raison de sa compétence générale, est également une Cour régionale, elle reste avant tout une juridiction universelle qui parfois applique le droit régional. Première idée donc, le régionalisme comme gage de l'universalité de la Cour. Je l'ai dit, la Cour est une Cour mondiale. Et la Cour est composée de 15 juristes. Mais à moins d'avoir un certain idéalisme niais, on doit reconnaître que tout juge est situé. Les juges sont d'abord des êtres humains, heureusement ou malheureusement, selon. Parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont leurs biais. Ils sont chacun le fruit d'une histoire, de convictions qui ont été forgées au fil du temps. Et donc finalement, le fait qu'ils soient des juges de la Cour mondiale ne font pas qu'ils cessent des êtres humains dotés d'une certaine subjectivité et de biais. Chacun d'entre nous en a. Et cela est intrinsèque à la nature humaine. Et donc, lorsqu'en 1907, pour la première fois, on commençait les travaux de ce qu'est l'ancêtre de la Cour internationale de justice, à savoir la Cour permanente de justice internationale, les rédacteurs, tout de suite, se sont rendus compte de cette réalité. Ils se sont dit, le juge est d'abord le national d'un État. Et plutôt que de nier cette réalité, on va plutôt s'en servir comme élément pour bâtir l'universalité. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que toutes les subjectivités soient représentées au sein de la Cour. Et donc, l'universalité de la Cour n'est pas une négation des subjectivités individuelles, elle est plutôt produit du dialogue des subjectivités. La mondialité de la Cour est une intersubjectivité. C'est parce que les subjectivités différentes sont capables de rentrer en dialogue que la Cour peut rendre une décision qui est universelle. Et c'est pour cela donc que le statut de la Cour permanente de justice internationale va inscrire l'idée de représentation de différentes civilisations. La Cour ne sera une Cour universelle que si différentes civilisations sont en son sein et sont capables d'engager le dialogue. L'universalité n'est pas homogénéité, mais elle est une hétérogénéité assumée qui permet justement, à travers un dialogue entre éléments différents, de produire un résultat qui sera accepté par tous,
Parce que s'il ne ressemble pas totalement à chacun d'entre nous est capable de s'y reconnaître. C'est ça l'universalité de la Cour. Et c'est donc pour cela que l'universalité de la Cour est assise sur la représentation de différentes civilisations. Et donc, au terme de l'article 9 de la Cour internationale de justice, qui a été repris de la Cour permanente de justice internationale, je vais le lire, lors de l'élection des membres de la Cour, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Et là, on voit donc qu'il y a le choix du regroupement des États en civilisation. Encore une fois, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de penser tous de la même façon pour produire l'universel. Au contraire, il faut juste s'assurer que toutes les manières de penser sont présentes au sein de la Cour internationale de justice. Malheureusement, on a le principe et on a son application. Et vous vous rendrez bien compte qu'aussi bien la Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale de justice en 1945, sur les photos que vous voyez, sont toutes, sauf de civilisations différentes. Les personnes sur les photos semblent venir toutes d'une certaine partie du monde. À côté de la Cour permanente de justice internationale, qui était totalement occidentalo-centrée, la Cour internationale de justice également, lors des premiers jours, va être totalement occidentalo-centrée, avec des juristes qui viendront principalement des États d'Europe et d'Amérique du Nord. Et il aura fallu attendre 1966 et ce que j'appelle la crise de 1966. En 1966, il y a l'affaire du Sud-Ouest africain. Deux États africains, l'Éthiopie et le Libéria, vont introduire une affaire contre l'Afrique du Sud au sujet de l'apartheid et relative au Sud-Ouest africain, ce qui est aujourd'hui la Namibie. Et là, sur la voix prépondérante du président, la Cour va dire que ces deux États n'ont pas un intérêt à agir. Ils vont donc dire que la Cour ne peut pas se prononcer. Ça va être intoléré. Pour les États africains, asiatiques et latino-américains, c'est la preuve que cette Cour-là ne leur ressemble pas. Cette Cour-là est finalement le fruit d'un droit impérialiste qu'elle essaye de préserver. Et il va y avoir des critiques très acerbes sur la Cour qui vont faire finalement que pendant longtemps, la Cour va avoir du mal à avoir des clients parce que les États seront réticents finalement à venir devant une Cour qui ne les représente pas. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, cette Cour est beaucoup trop homogène pour être universelle. Et la première conséquence, c'est qu'on va avoir une nouvelle composition de la Cour. Et là, vous pouvez voir la différence entre la Cour en 1966 et la Cour en décembre 2024. Il y a une meilleure représentation des différentes régions du monde. Et la première conséquence va être de s'assurer que l'article 9 est effectivement implémenté. Et c'est là la question. D'où vient le régionalisme? C'est que pendant longtemps, l'idée de l'article 9 d'avoir au sein de la Cour différentes civilisations va être interprétée comme signifiant différentes régions du monde. Devant la difficulté qu'il y a à définir de manière claire ce qu'est une civilisation, on va interpréter civilisation comme signifiant différentes régions du monde. Et donc, parce que la légitimité de la Cour est attachée à son hétérogénéité et la présence de différentes régions du monde, on va également interpréter l'universalité de la Cour comme signifiant la présence de différents groupes. Et donc la Cour internationale de justice, comme beaucoup d'autres organes des Nations Unies, comme la Commission du droit international finalement, est composée sur la base d'une représentation de groupes régionaux qui ont été définis par l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez donc, et là vous avez la composition de la Cour telle qu'elle était au 1er janvier 2025, avant la démission du président de la Cour, Nawaf Salam, et en attendant la prochaine élection qui est prévue pour le 27 mai 2025. Vous avez donc actuellement le groupe des États africains, qui compte 3 juges. Vous avez le groupe des États latino-américains, Amérique latine et des Caraïbes, qui compte 2 groupes. Vous avez le groupe des États d'Asie et du Pacifique, avec 4 juges actuellement. Vous avez le groupe des États occidentaux et autres, avec 4 juges. Et vous avez le groupe des États d'Europe orientale, avec 2 juges. Et donc, on voit qu'il y a là une
le lien qui existe entre universalité de la Cour et régionalisme. L'universalité de la Cour ne peut être que le produit du régionalisme. La légitimité de la Cour en tant que juridiction universelle n'est possible, comme nous l'a montré la crise de 1966, que si chacun des groupes régionaux s'y sent représenté. Pour les États membres des Nations Unies, donc, le moyen permettant d'assurer l'universalité de la Cour n'est pas moins de régionalisme, mais plus de régionalisme. C'est parce qu'il y a un équilibre entre les différentes régions du monde au sein de la Cour que la Cour peut être perçue comme universelle, que ces décisions peuvent être perçues comme universelles et que la Cour, finalement, est perçue comme légitime. Les États se conformeront d'autant plus aux décisions de la Cour que si elle est légitime. Et les États n'estimeront que la Cour n'est légitime que si s'y sentent représentés. Et donc, sur le plan institutionnel, le régionalisme est la condition de l'universalité de la Cour. Mais cela ne s'arrête pas à cela. Il ne s'agit pas seulement que des juges représentant différentes régions du monde soient présents au sein de la Cour. Il faut encore que le droit que la Cour applique soit représentatif des différentes régions du monde. Et on trouve cette idée à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, qui dit, le paragraphe 1, la Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, applique les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige. La coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Il y a le paragraphe 1A qui renvoie au droit conventionnel. Là, c'est simple. La Cour applique et interprète un texte écrit. Mais vous vous rendrez compte que chaque fois qu'il ne s'agit pas du droit écrit, la Cour a l'obligation d'établir la règle universelle existante. Et pour cela, la Cour doit procéder à une analyse comparative. Elle doit comparer des éléments différents pour arriver au résultat du droit universel. En ce qui concerne la coutume, par exemple, qui est du droit non écrit, la Cour doit s'assurer qu'elle est générale. Et c'est quoi une pratique générale? C'est une pratique qui est représentative des différentes régions du monde. La Cour a donc l'obligation de faire un travail comparatif de pratiques de différentes régions du monde pour s'assurer que cette pratique est suffisamment représentative pour pouvoir en tirer l'existence d'une pratique générale. La généralité de la pratique est donc une pratique qui s'étend sur différentes régions du monde. C'est en tout cas comme cela que l'a entendu la Commission du droit international sur la question. Et la même chose est valable en ce qui concerne les principes généraux de droit. Le statut est fils de son temps et on a encore ce terme de nation civilisée. Aujourd'hui, on est d'accord pour admettre que toutes les nations du monde sont civilisées. Et donc finalement, lorsque la Cour doit identifier les principes généraux de droit, elle se doit de rechercher dans toutes les nations du monde, et puisque la Cour ne peut pas examiner les pratiques, les principes généraux de tous les ordres juridiques nationaux, elle va faire un travail d'échantillonnage en recherchant des États qui représentent finalement la diversité du monde. Ici encore, l'universalité du droit que la Cour est appelée à appliquer ne peut s'identifier qu'à travers un travail de comparaison de pratiques régionales différentes. Et la même chose est valable en ce qui concerne aussi bien les décisions judiciaires que la doctrine des publicistes. Et on verra plus tard pourquoi la Cour est finalement réticente à faire ce travail de comparaison. Et on comprendra que si la Cour, quelquefois, ne mentionne pas les décisions de justice, c'est bien parce qu'elle se rend compte de la difficulté qu'il y a à faire ce travail de comparaison. Le statut lui dit, pour appliquer un droit qui soit universel, tu dois rechercher la généralité de ce droit. Et donc, finalement, les pratiques générales, les pratiques doivent être générales. Et il y a un élément important ici. Pendant longtemps, on a eu tendance, effet sans doute de la colonisation, de se limiter à des familles juridiques. Ce n'est pas ce que le statut dit. Cela voudrait dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, sous le prétexte que
le Cameroun, le Sénégal et le Togo ont été colonisés par la France et appliquent la tradition juridique française, que la pratique française serait suffisante pour identifier un droit qui serait commun aux États de tradition de droit civil. Le statut oblige un travail de comparaison qui aille au-delà des simples familles juridiques. C'est valable pour la common law. Une comparaison du droit basé uniquement sur le droit qui serait appliqué aux États-Unis, au Royaume-Uni, en disant que ces États ont forcément inspiré le droit d'autres pays d'inspiration common law, ne serait pas suffisant. Le statut fait donc obligation de faire un travail de comparaison qui oblige la Cour à aller au-delà des familles juridiques pour chercher un échantillonnage qui soit représentatif des différentes régions du monde. Et donc, la Cour se doit d'évaluer les décisions de justice. Et elle l'a fait, par exemple, dans l'affaire Diallo. Dans l'affaire Diallo, qui était une affaire qui concernait 2 États africains, le Congo, la République démocratique du Congo et la Guinée, la Cour, alors qu'elle a appelé à interpréter et à appliquer une disposition de la Charte, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, va s'appuyer non seulement sur l'interprétation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi sur la compréhension qu'en a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et vous voyez donc que la Cour, bien qu'elle doive appliquer une disposition qui est propre à un instrument régional particulier, s'astreint à l'obligation de comparaison des énoncés jurisprudentiels de différents ordres juridiques régionaux. La Cour, et ce sera le dernier point dans cette grande partie, si la Cour, sur la base de son statut, est bâtie finalement sur les intersubjectivités régionales, si la Cour, au nom de son statut, est tenue à faire une approche comparative pour identifier le droit régional, la Cour, par contre, se refuse à toute, je vous demande pardon, à toute régionalisation. Le régionalisme n'est pas la régionalisation. Et la Cour s'y est toujours refusée. Si le régionalisme est le gage de l'universalisme de la Cour, le régionalisme, ou plus exactement la régionalisation, peut être un instrument de division. Et il y a un exemple qui illustre bien ce risque et dont la Cour en a tiré toutes les conclusions. L'article 2, le paragraphe 2 de l'article 26 du statut de la Cour dit « La Cour peut à toute époque constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre de juges de cette affaire sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties. » Des parties non indifférentes devant la Cour peuvent décider non pas de confier le règlement de leurs différends à la Cour tout entière, mais à une chambre au sein de la Cour. Et l'article 26, paragraphe 2 dit « La Cour peut à tout moment constituer en consultant les parties. » Les parties ont interprété cette disposition comme disant qu'elles pouvaient choisir qui peut siéger dans cette chambre. Et des parties, des États, ont soumis le différend à la Cour sous la condition que ce différend soit tranché par des chambres qui seraient constituées par leurs vœux. La première affaire, c'est l'affaire du Golfe du Maine, entre le Canada et les États-Unis. Le Canada et les États-Unis vont saisir la Cour et vont dire « Nous ne soumettrons notre différend au règlement de la Cour que si nous pouvons choisir qui peut siéger au sein de la Cour. » Et parce qu'ils se méfient des juges tiers-mondistes qui siègent au sein de la Cour, ils vont dire « Notre souhait est que la Cour soit constituée uniquement des juges occidentaux, c'est-à-dire des juges qui ont la tradition juridique et finalement dont nous sommes sûrs à la fois du raisonnement juridique et des valeurs qui seront défendues. » Et bien entendu, cela crée un problème. Les 5 juges qui vont être désignés dans l'affaire du Golfe du Maine vont être un juge italien, le juge français, le juge allemand, le juge américain et le juge canadien. Et donc, la Cour, la Chambre va rendre son jugement. Et au sein de la Cour, même, les premières critiques ont été soulevées. Pour 2 raisons. La première raison, comme je l'ai dit, je vous demande pardon. La première raison, c'est que l'universalité de la Cour est assise non pas sur une homogénéité, mais sur une hétérogénéité qui produit l'universalité. Or,
les parties en recherchant dans cette affaire l'homogénéité, ni la philosophie même qui a conduit à la construction de la Cour. La Cour n'a pas été conduite pour que ce soit les gens qui sont du même avis qui tranchent les différends. La Cour a été construite pour que des gens qui ont des avis différents parviennent à un accord qui serait du droit universel. Et c'est ce que dit le juge Bedjaoui. Il dit, l'approche qui a été préconisée dans cette affaire ne cadre pas tout à fait avec la notion même de Cour mondiale. Un fragment n'est pas la même chose qu'un tout. Un fragment forcément d'une certaine couleur n'est pas la même chose qu'un tout aux couleurs multiples. Une chambre, en quelque sorte régionale, n'est pas la même chose qu'une Cour mondiale universelle. Par définition, une chambre composée de personnes qui sont d'accord, de personnes qui finalement ont une même couleur, pour reprendre l'image du juge Bedjaoui, n'est pas la cour arc-en-ciel telle qu'elle a été pensée. Mais il y a un problème plus grave encore, et qui a sonné l'alarme. Là, le statut de la cour dispose, en son article 27, que lorsqu'une chambre est constituée, la décision rendue par la chambre est considérée comme étant celle de la cour tout entière. Quand une chambre de la cour, une chambre ad hoc, rend une décision, elle s'impose, elle fait partie de la jurisprudence de la cour au même titre que la cour dans son entièreté. Et vous voyez tout de suite le risque. Pourquoi un juge asiatique, un juge africain, qui a été expressément exclu d'une chambre, devrait, dans une prochaine affaire, considérer cette décision comme s'imposant à lui ou à elle? Il y a un autre risque encore, c'est que, imaginez qu'on est dans deux États occidentaux qui disent « nous voulons une cour composée de juges occidentaux ». Demain, on a deux États latino-américains qui disent « on veut une cour qui soit constituée uniquement de juges latino-américains ». Et qui, justement parce qu'ils ont des philosophies qui sont différentes de celles des juges occidentaux, prennent une décision qui soit totalement opposée, qui soit une négation de la décision de la première chambre. On voit tout de suite le risque de conflit entre chambres régionales. L'hétérogénéité, qui jusqu'ici était constituée comme une force de la Cour, en deviendra une faiblesse. Les chambres se combattant mutuellement. Non seulement il y aura une bagarre par chambre interposée entre différentes régions, mais surtout la légitimité de la Cour elle-même sera atteinte. Toute la philosophie, finalement, de la Cour arc-en-ciel serait remise en cause par des chambres unicouleurs. Et c'est pour cela, désormais, que même si la disposition demeure, la Cour reste très attentive à ce que les chambres soient aussi représentatives du régionalisme que la Cour tout entière. La Cour, donc, reste attentive à un régionalisme qui fonde son universalité, mais rejette toute régionalisation qui serait justement la négation de sa vocation universelle. Et donc, pour conclure sur ce premier point, on voit bien que le régionalisme, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, n'est pas la négation de l'universalité de la Cour. Elle en est même au contraire la condition sine qua non. Ce n'est que parce que la Cour, dans sa composition et dans sa méthode de travail en identifiant le droit universel, aura intégré de manière efficace le régionalisme, qu'elle pourra être une Cour universelle et respectée en tant que telle. Maintenant, nous allons voir comment la Cour, dans son travail au quotidien, appréhende le droit régional. Je l'ai dit au début de mon propos, la Cour est la seule juridiction universelle à compétence régionale, à compétence générale. C'est la seule juridiction qui peut trancher de tous les différents de droit international. Si nous admettons que le droit régional est du droit international, alors la Cour est aussi compétente pour le droit régional. Pour reprendre la célèbre formule de Sir Jennings, la Cour internationale de justice est également une cour régionale. Et là, il faut bien se rendre compte que rien n'interdit, par exemple, à la Cour internationale de justice, d'être saisie, en principe, par deux États européens, par exemple, pour interpréter et appliquer le droit de l'Union européenne. L'impossibilité pour la Cour de se prononcer sur le droit de l'Union européenne, ce ne serait pas lié au fait que c'est le droit de l'Union européenne. L'impossibilité serait par exemple le fait que le droit européen auquel ont consenti ces États exclut
la compétence de la Cour. L'incompétence de la Cour n'est donc pas liée à la nature du différend comme étant un différend régional, mais en raison de ce que le principe du consentement à la compétence de la Cour n'existerait pas en l'espèce. La Cour a la compétence universelle et générale. Elle peut donc trancher des litiges régionaux. Rien ne l'y empêche. D'ailleurs, la Cour l'a reconnu. La Cour a dit que sa compétence universelle n'empêchait pas qu'elle puisse trancher des différends relatifs à un droit spécifique. Le droit particulier n'exclut pas la compétence de la Cour. C'est bien connu en droit, de manière générale, qui peut le plus, peut le moins. Si la Cour a une compétence générale et universelle, a fortiori le peut-elle pour des différends qui portent sur une question particulière. Si la Cour peut trancher des différends entre tous les États du monde, a fortiori le peut-elle pour des différends qui concerneraient deux États voisins ou deux États d'une région spécifique. La Cour, d'ailleurs, a expressément reconnu l'existence d'un droit régional qu'elle n'exclut pas. Elle a parlé du droit international coutumier, particulier au système juridique interaméricain. Elle a parlé d'un droit dont la valeur serait limitée au continent africain ou encore d'un droit international à caractère régional. La Cour reconnaît ainsi que le droit régional n'est qu'une certaine forme du droit international dont elle a la vocation générale à appliquer. Par ailleurs, la Cour ne se contente pas de dire qu'elle peut appliquer le droit international. Elle montre qu'elle est une véritable Cour régionale par sa capacité, finalement, à analyser les pratiques et les subtilités régionales. Dans l'affaire, par exemple, du droit d'asile, la Cour montre bien, non seulement qu'elle est au courant des pratiques de la région latino-américaine, mais aussi qu'elle en connaît les subtilités, en expliquant, finalement, la logique et les raisons qui justifient une pratique spécifique de la région interaméricaine, la région latino-américaine. D'ailleurs, dans l'affaire Aya de la Torre, plus connue comme l'affaire du droit d'asile, la Cour va décider qu'une pratique ne pouvait pas être interprétée d'une certaine façon parce que, justement, sa connaissance de la pratique des États latino-américains lui permet de conclure que telle ne pouvait pas être la conclusion à laquelle voulait parvenir cet État en raison des valeurs qui sont les leurs. Non seulement la Cour internationale de justice applique le droit régional, mais on l'a vu, elle est également capable de dialoguer avec les juridictions régionales. On l'a vu pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, on l'a vu pour la Cour interaméricaine et la Cour européenne. Même si, par honnêteté, je devrais dire que très souvent, lorsque la Cour consulte ces instances régionales, c'est très souvent pour confirmer les conclusions auxquelles elle est parvenue par elle-même. C'est-à-dire que la Cour va évoquer les juridictions régionales pour dire que l'interprétation et la compréhension qu'elle a d'une règle particulière est partagée par toutes les régions du monde. Et pendant longtemps, on a accusé la Cour de faire preuve d'un narcissisme juridictionnel. Et c'était vrai. Pendant longtemps, la Cour ne se parlait qu'à elle-même et elle ne citait pas d'autre jurisprudence que sa propre jurisprudence. Ce temps, heureusement, est désormais révolu et la Cour s'engage de manière beaucoup plus active dans un dialogue avec les juridictions régionales. Et on voit bien que ce que je vous ai dit tout à l'heure en ce qui concerne la recherche du droit universel à travers un travail comparatif s'applique aussi en ce qui concerne le droit régional. La Cour va s'assurer que le droit qu'elle applique, que le droit régional qu'elle applique est bien tel qu'il a été perçu par les juridictions régionales. Lorsque la Cour doit appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, elle dit qu'elle ne pourrait le faire en ignorant la manière dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a interprété et appliqué ce droit particulier. La Cour non seulement connaît le droit régional, elle en connaît également les subtilités et les pratiques, ainsi que la philosophie même des États de la région. La Cour est définitivement une juridiction régionale. Mais cela dit, il ne faut pas perdre de vue de quel point la Cour parle. La Cour, même lorsqu'elle tranche un différend régional, reste toujours une juridiction universelle qui applique et interprète le droit régional. Lorsque la Cour applique le droit régional, elle ne cesse pas d'être la Cour mondiale. C'est ce qui explique sans doute son parti pris universaliste. La Cour, je l'ai dit,
est le fruit, ou plutôt est construite sur l'idée d'une interaction, d'une intersubjectivité entre différentes régions du monde. La Cour, donc, s'assure dans son office, même quand elle applique le droit régional, s'assure toujours que finalement, le droit qu'elle applique, ou bien sa manière d'interpréter le droit, ne remet pas en cause son universalisme. Il y a un parti pris universaliste de la Cour, y compris dans son rapport aux régionalistes. Et cela s'explique par deux principales raisons. Première raison, c'est que la Cour internationale de justice, comme toutes les juridictions, lit toujours le droit sous le prisme de son ordre juridique spécifique. Dans l'affaire Kadi, si le juge européen est allé à une interprétation spécifique de la résolution du Conseil de sécurité, c'est parce qu'il est d'abord juge de l'Union européenne. Et donc, finalement, le juge européen ne peut lire le droit que sous le prisme de son ordre juridique. C'est valable pour tous les juges. Le juge français qui applique le droit ne peut l'appliquer que sous le prisme de l'ordre juridique qui lui est propre, c'est-à-dire l'ordre juridique français. Cela est vrai pour le juge national, cela est vrai pour le juge régional, cela est également vrai pour le juge de la Cour internationale de justice. Il est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Et donc, le fait qu'il soit l'organe judiciaire principal des Nations Unies l'oblige toujours à avoir en arrière-plan l'objectif, la mission qui est la sienne, c'est-à-dire d'appliquer le droit universel. La deuxième raison, c'est que finalement, la Cour, on n'a pas encore atteint, heureusement ou malheureusement, le point qui permettrait par exemple à la Cour de trancher un différend sur la base d'une région spécifique. Imaginez un différend, et je vais prendre un exemple caricatural, entre deux États africains, dans cette ère où on parle de plus en plus de postcolonialisme, où la Cour trancherait le différend en s'appuyant sur la jurisprudence même fondée de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout de suite, la critique de colonialisme apparaîtrait. Quel que soit aussi bon, aussi excellent que soient les arguments de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour refusera toujours de l'appliquer si elle n'est pas certaine de pouvoir trouver d'autres exemples dans d'autres régions du monde qui permettraient de corroborer et d'appuyer cette conclusion. Et c'est pour cela que, même si le droit régional n'apparaît jamais directement dans la décision de la Cour, cela n'exclut pas qu'il ait fait partie des délibérations. Et pour vous en convaincre, il suffit de lire les opinions séparées des juges. Dans l'affaire, par exemple, du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis en Iran, l'un des juges va, pour convaincre l'Iran de ce que la décision à laquelle parvient la Cour, c'est-à-dire que les missions diplomatiques sont inviolables, va invoquer le droit islamique pour dire finalement que l'Iran, qui se réclame être un État islamique, ne peut pas rejeter la décision de la Cour parce que le droit islamique lui-même reconnaît les conclusions auxquelles la Cour apparaît. Mais la Cour elle-même ne le dit pas. Et donc le fait, encore une fois, que la Cour n'évoque pas, que la décision de la Cour n'évoque pas le droit régional, ne veut pas dire que cela n'ait pas été pris en considération dans les délibérations. Et là, il y a ici une sorte de dédoublement dans le fonctionnement de la Cour. Les juges sont encouragés dans leurs opinions à invoquer le droit régional, justement parce que leur raison d'être au sein de la Cour, c'est de s'assurer que les vues particulières d'une certaine région sont prises en compte. Tandis que la Cour elle-même, en tant qu'institution, limite au maximum les invocations du droit régional. Et là encore, on voit le dialogue qu'il peut y avoir entre le juge, à titre individuel, représentant d'une région au sein de la Cour, et la Cour elle-même en tant qu'institution universelle. Les 15 spécificités régionales, finalement, sont représentées au sein de l'universel, sans que l'universel ait besoin de réclamer cette prise en compte du régional. Mais le parti pris universaliste de la Cour s'illustre de manière spécifique, et je vais finir par ces 3 points, de 3 manières spécifiques. La première, c'est en universalisant le régional. L'affaire du différend frontalier est sans doute l'affaire qui illustre bien cette approche particulière qu'a la Cour du régional. Dans cette affaire spécifique, on va voir que la Cour va appliquer un principe qui jusqu'ici n'existait qu'en Amérique latine à 2 États africains. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours le risque de l'accusation de colonisation, d'importation culturelle.
comment est-ce que la Cour va réussir à appliquer à deux États africains un principe qui jusqu'ici n'était évoqué que entre les États latino-américains. Elle va procéder à une incorporation dans le droit universel d'un principe qui jusqu'ici était perçu comme régional. Elle va universaliser le régional. Et elle va le faire en deux états dans l'extrait que je vous montre. Elle va estimer que le principe de l'utiposidetis n'est pas un principe qui soit lié à une région particulière. Elle extrait du principe sa raison d'être. Elle dit d'abord, elle commence par nier la spécificité régionale d'un principe. Ce principe, dit-elle, ne revêt pas pour autant le caractère d'une règle particulière inhérente à un système déterminé de droit international. Elle dit, non, le principe de l'utiposidetis, même s'il a surtout été invoqué en Amérique latine, n'est pas un principe qui soit lié à une région spécifique. Et ensuite, deuxième étape du raisonnement de la Cour, elle cherche la philosophie qui est derrière le principe pour en extraire, ou plutôt pour en déduire le caractère universel. Elle dit, ce principe, qui est donc général, est logiquement lié au phénomène de la cession à l'indépendance. Elle dit, peut-être, si les États latino-américains ont longtemps invoqué ce principe, peut-être c'est parce que ce n'est que là-bas que s'est posé jusqu'ici ce type de problème. Mais en réalité, partout dans le monde où on rencontre ce genre de problème, on devrait pouvoir appliquer la même règle. Vous voyez donc comment la Cour refuse de dire qu'elle applique un principe qui existe dans une région particulière du monde à une autre région. Au contraire, dans une logique d'universalisation du régional, elle va extraire la substance et la raison d'être d'une règle, l'élever au rang de règle générale abstraite pour pouvoir l'appliquer dans d'autres régions du monde. Ça, c'est la première démarche de la Cour, qui consiste donc en une universalisation du régional. Deuxième démarche, c'est de retrouver l'universel dans le régional. Dans cette démarche, la Cour fait le raisonnement contraire. Elle va partir d'une conclusion, et à partir de cette conclusion, va dire que dans une région spécifique, on retrouve la conclusion universelle à laquelle elle est déjà parvenue. Dans le premier exemple, la Cour partait d'une région pour l'élever à l'universel et l'appliquer partout. Dans cette deuxième approche, la Cour part de l'universel et va chercher dans des régionaux des raisons qui confortent la conclusion à laquelle elle est parvenue. Et, encore une fois, c'est dans l'affaire du différend frontalier. La Cour va se rendre compte que le principe de l'utiposidetis qu'elle invoque est contraire à la pratique des États africains. Elle ne le nie pas. Elle dit, à première vue, ce principe se heurte de front à un autre, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Cour ne nie pas le fait qu'il puisse avoir des pratiques régionales qui soient contraires à la règle qu'elle veut appliquer. Mais elle nous dit non, si vous avez vu une contradiction, vous vous trompez. La contradiction n'est qu'apparente. Elle n'est qu'apparente parce que moi, la Cour, je vois autre chose. Je vois la solution de sagesse. Et donc finalement, les variations ou bien l'apparente contradiction que vous croyez percevoir dans la pratique des États africains n'est qu'une solution de sagesse visant à appliquer d'une manière particulière la règle universelle. Le particulier n'est pas la négation de l'universel, elle en est simplement l'adaptation au plan particulier. Et donc la Cour va réussir ainsi à concilier ce qui, a priori, pourrait apparaître comme une contradiction. Cela a été critiqué, mais encore une fois, ici, on se limite à montrer comment la Cour réussit à concilier le régional et l'universel. La Cour va dire, la règle que j'applique, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est contraire à des pratiques spécifiques, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement une application spécifique du règle générale. C'est que le fait que la règle soit universelle n'exclut pas qu'elle puisse connaître des variations dans son applicabilité. La Cour opte pour une application conciliatrice des principes régionaux et des principes universels. Elle essaie d'adapter la règle universelle à la pratique qui est spécifique. Si la Cour est capable d'universaliser le régional, si elle est capable de retrouver l'universel et le régional, elle est aussi capable de refuser d'appliquer le régional lorsqu'elle le trouve trop sectaire. Et ça va être le dernier point. L'affaire qui l'illustre bien, c'est l'affaire du droit d'asile, l'affaire Aya de la Torre. Dans cette affaire, la Cour va avoir un énoncé. Elle va dire la partie qui évoque une coutume de cette nature doit prouver qu'elle est constituée. Une coutume régionale. La Cour dit, si vous invoquez une coutume régionale, vous devez prouver qu'elle est constituée. Deuxième chose,
la Cour dit, vous devez également prouver qu'elle est devenue obligatoire pour l'autre partie. Mais il y a un problème avec ce que la Cour dit. Et c'est là qu'on voit bien la tension, ou bien le parti pris universaliste de la Cour. Parce que, avant cela, la Cour nous a toujours dit qu'elle sait le droit. Un principe important de droit international rappelé par la Cour dans l'affaire des compétences en matière de PHRI, c'est le principe Yuri Novit Kriya. La Cour sait le droit. La Cour nous dit la charge d'établir ou de prouver les règles de droit international ne saurait être imposée à l'une ou l'autre partie. Lorsque vous avez un différend devant la Cour, vous exposez les faits, et la Cour vous donne le droit, parce que la Cour sait le droit. Les parties n'ont pas à prouver l'existence d'une règle de droit. La Cour est tenue de prendre en considération par elle-même, de sa propre initiative, toutes les règles du droit international qui seraient pertinentes pour trancher un différend. Et donc, la Cour nous dit, en ce qui concerne le droit régional, pour revenir au PowerPoint précédent, elle sait le droit universel, mais elle ne sait pas le droit régional. Dès lors que vous évoquez le droit régional devant la Cour, alors vous devez prouver son existence à la Cour. En même temps, la Cour nous a dit que le droit régional était du droit international. Si la Cour sait le droit international, comment se fait-il qu'elle ne sache pas le droit régional? Pour le comprendre, ça voudrait signifier simplement que pour la Cour, le droit régional se retrouve presque dans la même situation que le droit national. Parce qu'encore une fois, si la Cour sait le droit, comme nous l'a rappelé la Cour permanente de justice internationale, elle ne sait pas le droit national. Lorsque vous invoquez le droit national devant la Cour, vous devez le prouver parce que la Cour ne le sait pas. Et donc la Cour, finalement, semble reléguer le droit régional au droit national qu'elle ne sait pas. Elle sait le droit universel, elle ne sait pas le droit régional. Deuxième approche de cette résistance de la Cour au droit régional, c'est que la Cour nous dit également qu'il faut prouver l'existence du droit régional. Il faut prouver l'existence du droit régional et ensuite, il faut démontrer que l'autre partie a consenti. On l'a vu tout à l'heure, lorsque la Cour applique la coutume universelle, elle n'a pas besoin du consentement de tout le monde. La pratique doit être générale. La pratique générale ne signifie pas unanime. Il suffit que la Cour démontre que différentes régions du monde ont consenti à la règle pour que ça s'applique à tous. Dans le cas de la coutume régionale, la Cour exige de démontrer que l'autre partie y est consentie. Alors que la règle de l'objecteur persistant est admise de manière très restrictive en droit international universel, en matière de droit international, de droit régional, la Cour semble l'admettre volontiers. La Cour semble dire, finalement, que le droit régional ne peut s'appliquer si et seulement l'autre État y a consenti. Et pour comprendre cette approche de la Cour, il faut simplement comprendre sa perspective, son parti pris universaliste. C'est que finalement la Cour est toujours heureuse d'écarter le droit régional pour appliquer le droit universel. La Cour reconnaît le droit universel et ne semble finalement vouloir l'appliquer qu'à son corps défendant. Elle ne l'applique finalement que lorsqu'elle semble ne pas avoir le choix. Et que si elle peut s'échapper en invoquant à la fois l'obligation de prouver le droit ou alors l'obligation de démontrer le consentement de l'autre partie au droit, alors elle va simplement s'émanciper de cette obligation. Et donc, en conclusion, la Cour est finalement un organe qui est situé. Il est situé sur une planète et regarde le droit régional de très loin. S'il a une loupe qui lui permet finalement de comprendre et d'interpréter le droit régional, il n'oublie jamais que c'est un élément qui se trouve presque au rebord de l'univers qu'il est chargé de gouverner. Et finalement, si la Cour internationale de justice applique le droit régional, je dois reconnaître, en dédisant Sir Jennings, qu'elle n'est pas encore une juridiction régionale. Je vous remercie.